on voulait très rapidement un événement en direct sur ce groupe parce qu'on le veut vivant, ce groupe. En un petit peu moins d'un mois, nous sommes déjà 1726 membres, ce qui est un très grand honneur et qui montre qu'il y a un réel intérêt pour la méthode et peut-être pour échanger aussi avec nous. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir. La création de ce groupe a 3 objectifs: le partage, bien évidemment, les échanges et des échanges plus directs avec nous, auteurs, contributeurs, également entre vous. Et l'idée, c'est vraiment aussi de mettre l'enseignant, enseignant-enseignante, au cœur de la méthode et pas forcément les supports, mais bien l'enseignant. Parce qu'en fait, une méthode d'apprentissage, quelle qu'elle soit d'ailleurs de lecture ou d'autre chose, ce n'est qu'un outil. Et celui qui pilote l'outil, c'est bien l'enseignant, qui le fait vivre. Et je pense que tout cela, on le fait vivre, chacun à sa manière, avec un contexte différent, avec des contraintes différentes. Et c'est ça qui est rudement intéressant. On n'aura jamais les mêmes, ou jamais les mêmes au même instant. Mais c'est rudement intéressant d'échanger sur ça parce que justement, on peut peut-être piocher à gauche et à droite. Alors, Piloti, c'est une longue histoire qui a démarré en 2015 avec la première édition qui est toujours éditée et probablement toujours utilisée dans certaines écoles et qui a été remaniée en 2018 pour une seconde édition. Moi, je vais juste vous dire très brièvement pourquoi je suis passée, notamment au niveau du code, de la première version à la deuxième version. C'est qu'entre-temps, j'avais changé beaucoup de pratiques pédagogiques et j'étais passée en classe multiniveau avec des enfants de maternelle. Et je me suis aperçue que les enfants de maternelle connaissaient assez vite un grand nombre de correspondances graphophonologiques et que du coup, on pouvait certainement aller plus vite dans, en tout cas, l'apprentissage des premières graphies au CP. Et d'ailleurs, dans les mêmes temps, il y a eu un guide orange qui est apparu et qui nous a dit aussi d'accélérer. Et bien, voilà, par exemple, l'explication d'un des changements. Ce qui caractérise, je pense, Piloti par rapport à beaucoup d'autres méthodes d'apprentissage, c'est le très fort ancrage lexical avec les maisons de mots et la boîte de mots, enfin le coffret qui va avec. Alors, on lit à gauche et à droite que c'est à la fois une force et à la fois ça peut être une contrainte. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont trouvé des moyens de le faire autrement et notamment par voie numérique. Moi, je suis à l'ancienne, je suis une vieille maîtresse d'école, donc on a toujours des cartes et des images qu'on manipule. Mais là encore, il y a autant de façons de faire qu'on a de profils d'enseignants. La progression accélérée, je vous en ai parlé. Et ce qui caractérise aussi, je pense, cette méthode-là, c'est que tous les auteurs, donc Géraldine qui est connectée, Catherine, et puis les contributeurs qui nous ont fait l'immense plaisir de nous rejoindre ce soir, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la classe, tous les jours ou presque, et on est confronté vraiment à des réalités de terrain et à ce que c'est que d'avoir une méthode et d'être obligé de trouver des voies quand on a un public moins évident, quand on a du multiniveau, quand on a une classe flexible, etc., etc., etc. Et ça, c'est une très grande richesse et richesse qu'on a envie de partager avec vous, parce que certainement vous aussi, vous avez des particularités sur vos postes. Voilà, ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais arrêter le partage et je vais donner la parole à maîtresse Frenette. Merci Delphine. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Bon, super. Bonsoir à tous. Je suis très honorée de participer à ce live ce soir avec Delphine, Catherine, Géraldine, Lily Pomme et Emmanuel. Alors moi, je suis enseignante en cycle 2 depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Sur ce 10 ans, ça fait donc 8 ans que je fais du cycle 2 et principalement du CP. Et donc, c'est en 2020 que je me suis tournée vers la méthode Piloti, puisque, alors moi, à la base, je n'utilisais pas de manuel ni de méthode de lecture. Et puis, c'est le Covid qui a eu raison de moi. Et je me suis lancée donc avec des ouvrages
pour plus de confort, en fait. Et puis par rapport aux fermetures de classe, c'était plus simple. Et donc, c'est vers Pilotis que je me suis tournée en 2020. Donc, c'est la troisième année que je l'utilise. Donc, je n'ai utilisé que la version 2019. Moi, je n'ai pas utilisé l'ancienne version. Et alors, pourquoi j'ai choisi cette méthode? Et bien, justement, sur le blog, j'en parle un petit peu. J'ai fait un article pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi cette méthode. Et principalement, c'était pour la souplesse qu'elle laisse de mise en œuvre. Et, et c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas comment dire, je ne suis pas très productrice au niveau des supports que je peux partager pour des collègues. Voilà, je suis encore assez novice dans tout ça. Par contre, ce que j'aime partager à travers le blog ou à travers Facebook ou Instagram, c'est plutôt ma réflexion et mon cheminement et les démarches que je mets en place à partir de cette méthode. Voilà, donc ce n'est pas forcément des supports à utiliser, mais plutôt une approche à adopter avec cette méthode. Et justement, parce qu'elle est souple, je pense qu'il y a de quoi faire même avec différentes typologies de classes. Moi, je n'ai pas que des CP dans la classe, j'ai des CP, CE1, CE2. Donc, ce n'est pas forcément la même utilisation de la méthode que d'autres peuvent avoir, comme toi, Delphine, avec des maternelles ou d'autres configurations de classe. Donc, c'est vrai que cette méthode, je trouve qu'elle laisse place à pas mal de liberté de mise en œuvre. Et c'est vrai que, par exemple, les maisons des mots, ça peut être des supports pour la pratique du texte libre, que moi j'utilise beaucoup. Donc, c'est une technique de pédagogie freinée. Les cartes images peuvent être utilisées dans différents ateliers, pour du langage, pour tout ça. Donc, c'est vraiment cette méthode qui permet, en fait, cette souplesse et différentes manières de l'utiliser. Et c'est en ça que Pilotis m'a séduit, on va dire, depuis 2020. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis un petit peu novice en la matière, donc voilà, j'espère que tout le monde m'a entendu. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que je peux faire avec cette méthode. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, Emmanuel, on peut peut-être… sur l'intervention de Frenette, mais du coup, tu peux passer à la suite, Delphine. Bon, alors je vais donner la parole à Lily Pomme, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Bonsoir. Donc, je suis contente d'être là ce soir et de pouvoir échanger avec vous. Donc, moi, je suis enseignante depuis une quinzaine d'années en cycle 2 et 10 ans en CP, essentiellement du simple niveau. Donc, en 2019, j'ai commencé par utiliser la méthode Pilotis. J'ai choisi cette méthode. J'avais une autre méthode avant avec mes CP, mais je voulais changer. Et Pilotis m'a séduite avec la maison des mots, les gestes aussi qui étaient utilisés, Borel-Maisoni. Et aussi parce que ça laissait une liberté à côté pour tout ce qui était le travail en littérature. J'ai investi au départ sur les manuels Pilotis, les fichiers de code. Et au fur et à mesure des années, on a investi dans les albums de littérature chaque année, sachant qu'on avait d'autres séries en plus. Ce que j'aimais aussi avec Pilotis, c'est qu'il n'y avait pas… Alors c'est pareil, c'est controversé, c'est qu'il n'y a pas de petit personnage qui va suivre. C'est qu'après, sur toutes les histoires, il n'y a pas un fil conducteur, mais du coup, ça laisse une liberté de pouvoir avoir d'autres supports à côté. Voilà. Moi, après, j'échange
essentiellement donc quelques documents, mais pareil, c'est pas, je ne produis pas énormément. L'année dernière, j'ai été équipée d'un écran dans la classe et on était deux. Il y a eu une deuxième classe de CP qui s'est ouverte. Et du coup, le coffret démo, je pouvais pas le partager. On ne voulait pas en racheter forcément un deuxième coffret. Donc, c'est là où j'ai commencé à créer des diaporamas qui sont partagés donc, sur le groupe Facebook. Des diaporamas qui reprend en fait les grandes idées et le suivi de ce qu'on retrouve dans le guide du maître pour le début de la leçon. Pour le jour 1, la découverte du lexique, du son, la graphie du jour, etc. Voilà. Après, sinon, sur mon blog, on retrouve aussi des fiches sons que j'utilise le soir du jour 1. Bah, le premier jour, on travaille sur les fiches sons et le deuxième jour sur les pages du pilotis, ainsi qu'un affichage pour référencer les différentes graphies en classe. Voilà un petit peu moi ce que je peux proposer sur la méthode. Voilà. Je sais pas si pareil, il y a des précisions à apporter sur un domaine ou pas. Merci Lily. Moi, je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu disais sur le personnage récurrent qui était un point parfois de discussion ou d'échange sur des groupes qui suivent Pilotis. C'était volontaire qu'il n'y ait pas ce personnage récurrent, notamment parce que il y avait des personnages dans les albums de jeunesse dans la partie compréhension de la méthode Pilotis et qu'on voulait leur laisser toute leur place à ces personnages. Et l'autre raison, qui était vraiment la raison principale, c'était qu'on ne voulait pas créer d'horizon d'attente. On voulait qu'à chaque texte, les enfants soient obligés, mais à 100%, de lire pour comprendre le texte. Il n'y avait pas de point d'appui autre que leur propre lecture. C'est vrai que quand on a des personnages, on repère les prénoms, on a des habitudes aussi par rapport à leurs caractéristiques, et donc on a un horizon d'attente qui se dessine. Et là, justement, on n'en voulait pas pour vraiment, vraiment faire une immersion totale dans la lecture. Bon, c'est une option. On n'adhère pas, mais en tout cas, il y a des raisons à ce choix-là. En tout cas, merci Lily Pomme. Toujours pas de questions, Emmanuel? Oui, j'ai une question de Coraline qui a des CP-CE1 dans sa classe, qui utilise Pilotis depuis 3 ans et qui l'adore. Simplement, elle dit qu'elle utilise très mal la partie lexique, c'est-à-dire qu'elle fait les exercices à ses élèves dans le fichier, mais elle ne sait pas très bien comment organiser le lexique, comment elle le structure dans l'emploi du temps, la différence de progression de ces CP qui ont besoin de beaucoup catégoriser, mais elle ne voit pas comment faire. Et ces CE1 n'en sont plus là, donc comment gérer les deux en même temps? Voilà. Donc, alors ça peut être une question pour Lily Pomme, mais aussi pour Frenette ou pour toi, Delphine, ou pour Géraldine d'ailleurs. Hein. Peut-être que Frenette, avec ses 3 niveaux, comment est-ce que tu jongles peut-être Alors oui, pour la partie lexique, c'est vrai que c'est extrêmement riche et il y a beaucoup de choses qui sont proposées à travers la méthode Pilotis. Moi, par exemple, j'avais conçu avec mes élèves donc, de CP un classeur de lexique. Et dans ce classeur de lexique, on procédait à des collectes de mots. Et alors, ce n'était pas très écologique. Je ne suis pas trop dans l'air du temps pour le coup, mais je photocopiais les maisons de mots de Pilotis. Et les élèves pouvaient découper, par exemple, les mots des maisons, donc semaine après semaine, et ils les collaient dans différentes parties du classeur. Donc, il y avait la partie des animaux, la partie des objets, la partie des outils de jardinage. Il y avait les actions aussi. Puisque ces petites cases rouges dans les maisons de Pilotis, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais enfin, je pense que oui, mais ces petites cases rouges dans les maisons de Pilotis, ce sont des actions et c'est vrai que nous, on en fait des collectes
et les CE1 ensuite les utilisent pour les conjuguer. Ils s'amusent, ils essayent de les conjuguer dans leurs textes libres, etc. Alors les CE2 aussi. Ce qui fait qu'en fait, ces maisons de pilotis sont des supports extrêmement intéressants et, et permettent de diversifier vraiment les activités qu'on peut faire à travers le lexique, à travers le langage. Parfois, mes CP, alors dans le guide pédagogique, il y a des devinettes qu'on doit dire aux CP. Et moi, quand j'avais fait de ces devinettes, j'avais fait des étiquettes et les CP devaient s'entraîner à les lire pour les CE1, CE2, pour que les CE1, CE2 trouvent dans les maisons la bonne réponse. Enfin, en fait, il y a plein de choses à faire sur ce lexique et même en rejoignant différents niveaux. Hein. C'est-à-dire que moi, même mes CE2, par exemple, ils adorent toujours aller consulter les maisons de mots des CP. Ils adorent aussi répondre aux devinettes. Enfin, je pense que enfin, voilà, tout est possible. Il y a plein d'activités qui sont possibles et ça peut même être dans l'autre sens. Hein. Si on a des maternelles avec des CP, par exemple, je suis persuadée qu'au niveau langage, il y a de quoi proposer de nombreuses activités. Donc voilà, il faut avoir des idées, hein, c'est vrai, c'est pas toujours évident, mais il y a des choses à faire, oui, avec cette maison de lexique. J'espère que on a répondu, Emmanuel. Tu as d'autres questions? J'avais une question de Loulou qui se demande si on pense mettre à jour le fichier, si vous pensiez mettre à jour le fichier d'écriture. Le fichier d'écriture. Ouais. Le cahier d'écriture. Je ne C'est suis ça. pas sûr, c'est pour Parce que ça. fichier, ça me fait penser Est-ce que au Loulou, fichier de si lecture. jamais tu peux nous préciser ce que tu entends par ça, ce serait super. Et on pourra y répondre plus précisément. Pour l'instant, ce que je peux dire, en tout cas sans m'engager sur fichier ou cahier, pour l'instant, il n'y a pas de projet éditorial là immédiat au sujet de Pilotis. Immédiat, ça veut dire à sortir en septembre 2023. Voilà, pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Oui, elle dit oui, le cahier d'écriture Pilotis. Donc, c'est le cahier d'écriture des lettres, par exemple. Donc, dans l'immédiat, ça ne bouge pas. Dans l'immédiat et même en septembre 2023. Et pour rebondir sur ce que dit Delphine, quand on a conçu le cahier d'écriture, on avait aussi le souhait de le décontextualiser de la progression qui était proposée parce que ça ne prenait pas sens de travailler des gestes graphiques qui avaient été pour la majorité travaillés en grande section. Donc, notre souhait, c'était que cet outil puisse convenir dans n'importe quel contexte, ou en tout cas dans le plus grand nombre de contextes d'utilisation, avec une partie gauche où on est vraiment sans lignage ou avec un travail sur œuvre d'art, sur une gestuelle sans ligne dans un premier temps avec le crayon. Des possibilités d'utiliser des calques pour continuer à entraîner le geste et pas mettre de pression à l'élève qui est en difficulté au niveau scripteur. Et puis ensuite, sur la page de droite, 2 réglures avec possibilité d'entraînement. Mais là, pareil, c'est l'entraînement du geste et la décomposition du geste qui permet de produire un certain nombre de lettres ensuite. Mais voilà, a priori, on n'a pas, dans la réflexion qu'on avait eue avec Delphine quand on a proposé ce cahier-là, on souhaitait cette grande souplesse, cette capacité aussi pour les enseignants d'amorcer un travail simplement aussi pour les élèves qui en avaient besoin sur un cahier, alors que les autres pouvaient déjà être prêts à travailler sur un cahier du jour avec une réglure adaptée. Donc voilà. Comme le disait Delphine, donc pas d'ajustement a priori. On est
rester sur la même philosophie et le même type d'apprentissage simplifié. Hein, vous l'avez vu, le R n'a pas la petite boucle en haut. Là aussi, hein, ce sont des partis pris pour que l'écriture simplifiée engage les enfants le plus possible dans le geste graphique et dans la production d'écrits. D'autres questions, Emmanuel? C'est bon pour le moment. Ok. N'hésitez pas, vous êtes une cinquantaine en direct, hein, donc profitez, allez-y, posez vos questions, c'est maintenant. Bon, et en attendant, on va peut-être donner la parole à Catherine, plus connue. Oui. Du... Alors, moi, je voudrais partager mon écran. Je vais essayer, là. Vous m'entendez? Très bien. D'accord, alors. Hop. Voilà. J'ai préparé un petit PowerPoint. Là, vous le voyez? C'est parfait. Ah, super. Voilà, donc j'ai préparé un petit PowerPoint pour parler de mon expérience avec Pilotis. Donc, moi, je suis connue pour être l'auteur du blog de Chat Noir depuis 2013. Et en fait, j'ai commencé peu de temps après la parution du premier Pilotis. Donc, et pour la petite anecdote, Catherine, oui, souvent, on nous confondait. J'étais Chat Noir et tu étais Delphine. Et vice-versa. Ça, c'est la petite anecdote. Donc, j'ai tout de suite été séduite par le Pilotis 2013 pour tout ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire que j'aimais qu'il n'y ait pas de petits héros tout au long de l'année dont je me serais lassée. J'aimais que le code soit totalement séparé de la compréhension. Et aussi que les albums soient de vrais albums de littérature de jeunesse et pas des albums créés pour la méthode. Et puis, j'ai aimé tout de suite la construction des leçons avec la page de lexique de la Maison des mots et une page de droite très, très claire, très bien organisée avec les syllabes, des exercices en phonologie là, qu'on avait dans les manuels pour la grande section aussi. Donc, on retrouvait des exercices de grande section pour l'écoute des mots. Et puis, voilà, c'était bien organisé, bien clair, on ne s'y perdait pas. Voilà, j'adorais sa clarté au manuel. Donc, quand j'ai débuté avec le blog, j'ai tout de suite proposé des fiches de lecture. Je pensais avoir très, très peu de visiteurs au début, puis finalement, ça s'est déroulé comme ça. Donc, comment j'utilise le manuel de code dans ma classe? Moi, j'ai un CP pur, comme on dit, depuis longtemps. De temps en temps, j'ai eu un double niveau CP-CE1, mais assez rarement. Parce que je fais partie d'une grande école où il y a beaucoup de classes et donc il y a plusieurs CP chaque année. Et donc, j'ai à peu près 24, 25 élèves chaque année et des niveaux très, très hétérogènes. Et au cours de l'année, ma façon de présenter, de proposer les leçons évolue beaucoup. Je ne fais pas du tout une leçon de code à la rentrée comme je la fais en fin d'année. Ça s'organise d'abord énormément en collectif avec toute la classe, tant que je ne connais pas exactement les compétences de chaque élève. Donc, on découvre la Maison des mots. Moi, par contre, j'ai un TNI, un VPI, donc j'ai créé des Active Inspire pour déplacer les images dans la Maison des mots. On apprend les mots de cette façon, on répète souvent la Maison des mots dans une journée. Et puis, le travail sur le nouveau graphème passe beaucoup par l'écriture et l'encodage sur l'ardoise. Ensuite, le travail sur le fichier de code, la page de gauche, mes élèves la font de façon autonome en principe. Ce sont des tâches assez répétitives et je prends un petit groupe de besoins pour l'aider, disons en principe à peu près 3 élèves chaque année et qui sont très, très, très fragiles, qui n'entendent pas bien les sons, qui ont du mal à se repérer dans une page, etc. et même dans un exercice. Et puis la page de droite, je laisse les enfants lecteurs en autonomie. Ils la font assez rapidement
Et ensuite, ils peuvent faire un rallye lecture ou d'autres activités en autonomie, pendant que je fais souvent la page de droite en collectif avec le groupe d'élèves le moins autonome. Parce que la page de droite, il y a des consignes très, très variées. Et j'aime leur faire lire les consignes tout haut, leur faire lire les contenus aussi tout haut, les phrases de façon à bien comprendre les phrases qu'ils ont par exemple à compléter, etc. Donc, la leçon de code, c'est de cette manière que ça se déroule dans ma classe. Comme je disais, ça évolue beaucoup au cours de l'année. Il y a de plus en plus d'élèves autonomes qui vont pouvoir faire seuls et enchaîner sur d'autres activités ensuite en autonomie. Alors, la lecture du texte, par contre, de la leçon, je la fais sur un autre moment. Je n'enchaîne pas sur la lecture du texte, ça ferait trop long. Je la fais après la récré du matin ou en début d'après-midi et sur un temps court. Alors, j'ai eu récemment des demandes par écrit, par mail, qui me demandaient comment je faisais pour découvrir le texte, parce que les collègues essayaient de faire découvrir le texte oralement à leur classe, et il y a des enfants qui lisent très, très lentement, donc d'autres s'ennuyaient, etc., avec une classe en entier. Donc, si je le fais avec la classe en entier, je vais le faire de cette manière. Je donne 2 minutes, 3 minutes pour le découvrir en silence. Tous les enfants n'ont pas fini de le lire dans leur tête, mais ensuite, je vais poser des questions très précises auxquelles les enfants vont répondre sur l'ardoise. Par exemple, de quel animal parle-t-on dans cette histoire? On cherche la réponse au tableau, le texte est affiché et on copie la réponse sur l'ardoise et on termine ensuite par une lecture orale par un ou deux élèves. Voilà. Alors, quand les élèves deviennent autonomes, ben, eux, ils vont répondre seuls aux questions par écrit. Oui, alors donc, j'ai créé des fiches de lecture pour varier un peu les supports à lire. En début d'année, je les donne juste en révision de la leçon le mercredi et le week-end. Et puis là, en ce moment, on lit le premier jour, on lit le manuel, les 2 pages. Et le deuxième jour, on lit la fiche de lecture à la maison et en classe. Voilà. Oui, alors donc j'ai créé beaucoup d'exercices complémentaires que j'utilise jamais tous en même temps. Les collègues me demandent, mais comment tu peux faire tout ça à la fois? Je ne fais jamais tout ça à la fois. Par exemple, j'ai utilisé le mot allumage en début d'année. Maintenant, je ne l'utilise plus. J'ai utilisé les mots fléchés pendant 1 mois ou 2. Maintenant, je ne l'utilise plus. J'écris des mots, je lis un texte, etc. Je varie beaucoup parce que mes élèves, je suppose que tous les élèves sont comme ça, aiment le changement. Donc, j'aime bien aussi les intéresser de cette manière en changeant beaucoup les types d'exercices. Alors, ces exercices, je les utilise soit en atelier, soit en exercice complémentaire, mais pas en APC, parce qu'en APC, je fais des petits jeux où on fait beaucoup d'oral. Alors, oui, alors le fichier de compréhension, bon, je ne l'ai pas tous les ans. Par exemple, cette année, je ne l'ai pas. Mais j'utilise quand même certains albums et les séances se passent beaucoup à l'oral. Voilà. Et je comprends que quand on a un double niveau, c'est moins évident à utiliser parce que moi, je l'utilise à l'oral et avec toute la classe et on échange sur les illustrations, on découvre le texte ensemble, on échange sur le texte, la compréhension du texte. Et le fichier aussi, on le fait ensemble, collectivement. Donc ça, la compréhension, c'est vraiment un moment d'échange oral, collectif pour moi dans ma classe. C'est comme ça que je fais, en tout cas. Donc ensuite, oui, par rapport à la compréhension, j'ai créé pas mal de petits jeux pour accompagner la lecture d'albums. Et ceux-là, je peux les proposer en atelier ou en ABC. Voilà, donc vous pourrez les trouver sur mon blog. Donc j'ai créé pas mal de documents, mais c'est parce que ça fait presque 10 ans que j'ai le blog. Donc en 10 ans, on a le temps de partager beaucoup, quoi. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci et retrouvez-moi sur le blog de Chat Noir. Merci Catherine.
Merci Alors, beaucoup, attends, Catherine. il Alors, faut que j'enlève ce partage et je ne sais pas comment faire pour… Arrêtez le partage. ouais. Non, mais alors, attends, je ne vois pas en bas, là. Bon, attends, je vais Ah, le faire. Tu le fais? pour Je vais rebondir arrêter le partage. ce que tu Voilà. disais Voilà, sur, merci. sur la lecture-compréhension et quand on a un double cours ou un triple cours, comme maîtresse Renate ou comme moi, la gestion du temps, en fait. C'est la gestion du temps quand on a une méthode de lecture. Alors, ça peut être vrai quand on a des doubles cours, mais c'est aussi vrai quand on est un jeune enseignant, qu'on n'a pas encore l'expertise du niveau de la classe. Eh ben, on ne fait pas tout. Et d'ailleurs, même toi, Catherine, dans tes supports, tu dis aux internautes que tu ne fais pas tout. Bah, En oui. effet, il faut faire des choix. C'est ce que je Mm. disais au début de cet échange. Le pilote, c'est l'enseignant, l'enseignante. Évidemment, c'est comme un jeune conducteur. Quand on est un jeune conducteur, on est encore hésitant dans ses choix. Et puis, plus on est un conducteur confirmé, plus on aura des choix qui seront plus évidents, plus rapides, plus affirmés, qu'on pourra justifier, argumenter. Quand on a un double ou triple niveau, même si on a un fichier de compréhension, on ne fait pas forcément tous les albums, on ne fait pas forcément toutes les pages, on ne fait pas forcément toutes les questions. En fait, on cible davantage et on passe notre temps en fait à cibler. Ce qu'on pourrait craindre, c'est la réaction des parents, par exemple, qui vont regarder les cahiers de leur enfant. Moi, ce que je fais, c'est que je colle dans ces cas-là un mot explicatif à la deuxième de couverture, en fait. Qui explique qu'on est un multiniveau, qu'on a différentes manières d'apprendre et qu'on ne pourra pas tout faire dans le cahier et que tous les enfants ne feront pas tous la même chose d'ailleurs dans les cahiers. J'en parle aussi aux réunions de classe et en fait, ça passe comme une lettre à la poste. Il faut absolument se dédouaner de remplir tout ou de tout. C'est impossible, surtout quand on multiplie les contraintes. En tout cas, merci beaucoup, Catherine. Et je te propose, Emmanuel. Et écoute, il y a quelques questions qui Ah oui, ont j'ai vu. arrivé. Tu as raison. Oui, donc là, le fait aussi de le passage à l'écrit, Suzanne nous en a aussi parlé sur le fichier de compréhension qu'elle travaille aussi à l'oral. Faut dire aussi, j'en profite d'avoir Lily Pomme, Frenette et Chat Noir pour vous partager les remerciements que je lis au fur et à mesure des discussions pour tout le travail que vous partagez avec les collègues. C'est vrai que quand il y a une distance entre le moment où on met le document en ligne, le moment où les personnes le consultent, le téléchargent, l'utilisent, voilà. Le remerciement, il n'est pas immédiat, mais voilà, sachez en tout cas, et je parle en tant qu'utilisateur, que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, que tout votre travail est vraiment très apprécié. Donc voilà, ça revient dans la discussion en direct plusieurs fois. Donc voilà, je vous le partage. Une question de Lilou qui se demandait comment et à quelle fréquence vous organisez des dictées. Jusque-là, elle avait seulement proposé des dictées de syllabes ou de mots sur l'ardoise. Voilà. Alors je laisse qui veut répondre à cette question. Alors, moi, je fais le premier jour, en principe, beaucoup sur l'ardoise, dictée de syllabes assez peu maintenant, c'est surtout en début d'année, et dictée de mots. Tous les deux jours à peu près, je fais une dictée de mots et de phrases préparées en classe sur le cahier. Alors, je suis le guide du maître de Pilotis. Je prends la phrase qui est proposée et puis avec un jeu de cache. Voilà. On lit la phrase, on regarde, on observe bien et puis on cache un mot et il faut l'écrire sur l'ardoise, un autre mot, etc. Donc, ça prend un certain temps et en principe, je ne fais pas la dictée le jour même. Donc, je recommence le lendemain et on termine par la dictée de la phrase sur l'ardoise et ensuite sur le cahier. Voilà, mais il y a une préparation qui dure à peu près 2 jours. Enfin, 2 jours. Il y a 2 temps sur 2 jours. Voilà. Merci, Catherine. Peut-être maîtresse Frenette, je sais qu'aujourd'hui, elle a répondu à une collègue justement sur le groupe. Maîtresse Frenette, tu as une démarche un petit peu particulière sur les dictées que tu proposes Oui, sur ton blog? il n'y a rien de particulier. C'est vrai que j'ai publié sur mon blog la démarche que j'utilise, mais en fait qui est extrêmement ressemblante à ce que Catherine vient de dire.
Donc, effectivement, alors moi, la seule peut-être différence, c'est que les phrases de dictée du guide du maître sont intégrées dans mes fiches de graphème, puisque je propose aussi à mes élèves des fiches de graphème du même titre que sur le blog de Chat Noir. Et alors, elles sont un peu différentes parce qu'elles ressemblent un petit peu à ce que je fais aussi après en CE1, parce que moi, je garde mes élèves 3 ans, donc j'essaie de trouver un lien entre les années. Mais c'est vrai que je travaille pas mal sur ces dictées. Je les fais, donc j'ai fait 2 fois par semaine hein, pour chaque graphème. Donc exactement comme expliqué juste avant, on écrit la phrase au tableau. J'ai un cache avec un petit point d'interrogation dessus. Donc on cache des mots. On cherche aussi un petit peu les balles d'accord, parce que je travaille avec les balles d'accord. On fait un peu d'études de la langue en même temps avec ces phrases quand ça s'y prête. Et puis, comme elles sont écrites à chaque fois sur la fiche de graphème, les élèves peuvent avoir un moment de coopération à 2 ou à 3 dans la classe pour justement reproduire cette démarche. Donc, je le fais beaucoup avec eux en début d'année. Et petit à petit, quand ils sont habitués à la démarche de la dictée, donc j'écris sur mon ardoise, je cache des mots ou alors je dicte la phrase ou des mots de la phrase à un copain. Eh bien, ça permet, dans les classes multiniveaux, par exemple, que les élèves peuvent ainsi reproduire cette démarche en autonomie par 2 ou par 3, pendant que moi, je suis occupée avec tous mes autres niveaux qui sont aussi dans la classe. Donc, c'est vrai que de travailler ça, ça aide beaucoup. Et la dictée peut être révisée à la maison, elle fait partie de leur fiche de son qu'ils ont dans un porte-vue. Voilà. Et après, j'ai proposé, je ne sais pas si j'ai le temps de continuer, oui. J'ai proposé aussi pour les élèves en difficulté une démarche que j'utilise quand ils sont justement très en difficulté pour encoder la phrase. Souvent, ils ont des difficultés à segmenter les mots. Donc, c'est une difficulté qu'on remarque assez longtemps et assez régulièrement en CP. En tout cas, pour ma part, hein, depuis 10 ans, c'est quelque chose que je revois souvent. Donc, on s'entraîne toujours à segmenter d'abord les mots de la phrase en faisant des traits sur l'ardoise pour bien repérer le nombre de mots qu'il y a à écrire et donc à séparer. Et ensuite, j'utilise donc les mots-outils que j'ai été téléchargés sur le blog de Chat Noir. Merci d'ailleurs, hein, Chat Noir, c'est formidable. Et ces mots-outils sont à disposition dans ma classe dans un porte-mots. Et les élèves peuvent aller se servir. Donc, moi, j'appelle ça la dictée active parce qu'en fait, les élèves peuvent se lever, aller récupérer le mot-outil qui est dans la dictée, revenir à la table, pouvoir le recopier. Ils peuvent aller le reposer. Parfois, ils se le prêtent entre eux. Donc, des fois, il y a un débat parce que l'autre enfant me dit « Mais non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas ce mot. Ah bon, pourquoi ?» Donc, voilà, ça fait bouger, c'est vrai. Il ne faut pas avoir peur que les enfants se lèvent et se déplacent pendant la dictée. Mais moi, je pense que justement, ces élèves en difficulté, s'ils ont plus dans l'action et dans l'activité pour ce genre d'exercice compliqué pour eux, ça les aide beaucoup déjà à s'impliquer et à réussir à aller au bout de la tâche qui est complexe pour eux. Voilà. Donc, je propose sur le blog, si vous êtes intéressé, deux démarches, une classique et une plus pour les élèves en difficulté. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Puis, si vous avez des questions ou d'autres idées, je suis toute oui. Merci, Frédette. Emmanuel, j'ai lu une question qui revient très souvent sur l'évolution des fichiers, notamment d'exercices des élèves en format 17-22. C'est pas récent, hein, ça date de 2015. Là, on est en 2022. En 2018, il n'y avait pas encore le format 17-22. Enfin, ce n'était pas quelque chose qui était génial. Tout comme on pourrait aussi parler des espèces de pochettes, des sortes de pochettes qui deviennent de plus en plus aussi fréquentes. Il n'y en avait pas à cette époque-là. Même si ce n'est pas il y a 30 ans, ça va tellement vite en fait. Il n'y en avait pas.
Donc, on sait, on lit votre envie et votre souhait de basculer sur des supports comme cela. On se fait le relais de vos souhaits auprès de la maison d'édition, mais voilà, nous, on est des auteurs et on ne décide pas toujours des formats, des mises en page et des nouvelles, comment je vais dire, des nouvelles rééditions. Voilà, c'est 3 petits points à venir. Forcément, plus vous manifestez de l'intérêt, plus il y a de chances pour que ça se fasse. À ton tour, peut-être, Emmanuel? Merci beaucoup, Delphine. Alors, je vais essayer d'être aussi très concis. Je voulais simplement évoquer aussi la manière dont moi je suis entré dans Pilotis. J'ai commencé ma première année de CP et Pilotis l'année du confinement. Et donc, en avril 2020, j'ai commencé à publier les vidéos d'études du code que je réalisais au départ pour mes élèves et du coup que j'ai commencé à publier sur Facebook. Et c'est ça qui m'a permis de rencontrer Delphine. Alors, comme j'étais un enseignant totalement débutant, eh bien, j'ai partagé à Delphine tous mes problématiques liées à ma pratique de classe de CP. Et depuis, avec Delphine, on échange régulièrement, on propose plein de contenus, pas uniquement sur Pilotis, mais sur bien d'autres aspects de notre pratique de classe. Et donc, du coup, l'entrée s'est faite par Pilotis, mais voilà, elle s'est largement étendue. Et voilà, moi, je suis toujours ravi de travailler ensemble sur tous les sujets que l'on traite ensemble, Delphine. Et puis aussi ravi de faire plein de belles rencontres comme ce soir avec Géraldine, Catherine, Frenette, Lily Pomme. Voilà, enfin, voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des enseignants passionnés. Voilà, je voulais peut-être pour conclure, vous parler un petit peu de ce que je trouve, de ce que j'ai pu mettre en place sur le site d'Efeurica à partir de ressources qui existent déjà. Je vous partage mon écran très rapidement. Tac. Alors, je vais ici. Donc, avec la création du groupe Pilotis par ses auteurs, en fait, j'ai regroupé toutes les ressources Pilotis proposées par FREK, hein, pas proposées par les collègues, même si évidemment il y aura des liens vers les collègues, en plusieurs dossiers, les liens utiles avant de démarrer, les vidéos d'études du code que vous connaissez, et puis aussi tous les liens vers les présentations que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur pour utiliser en classe. Et puis, on avait aussi organisé avec Catherine un webinaire pour bien débuter avec Pilotis. Donc, j'ai aussi remis là un échange qu'on avait pu avoir avec une enseignante qui utilise Pilotis, qui se posait des questions par rapport à sa pratique que j'ai également remis là. Et puis, j'ai aussi préparé une petite partie questions-réponses sur laquelle, en fait, l'idée est de reprendre les questions que vous posez sur le groupe Pilotis par ses auteurs, de pouvoir les lister avec les réponses de Delphine ou de Catherine, afin finalement de créer un ensemble de questions-réponses qui puissent vous permettre, sans avoir besoin de retrouver des historiques de Facebook qui se perdent ou qui passent avec le temps, de pouvoir les retrouver plus facilement. Alors peut-être qu'à terme, ce sera organisé par thématique ou voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel vous pouvez avoir accès dès aujourd'hui, qui vivra et qui sera complété au fur et à mesure des évolutions. Je vous partage le lien dans le Facebook, si j'arrive à retrouver où est-ce que... Moi, je vous le partagerai. Ah oui, voilà, c'est là. Hop. Voilà. Et donc, vous pouvez cliquer et je vous demande juste votre email pour vous renvoyer le lien vers ces ressources-là. Voilà, ça, c'était en quelques mots de présentation pour ma part. Voilà, Delphine. Merci, Emmanuel. Je n'ai pas vu apparaître d'autres questions. Alors, Peut-être toi non plus. tac, alors, je vois. Moi, j'en vois pas d'autres. Mais... Un fichier adapté au 10. Donc là, ça rejoint peut-être également
Delphine, ce que tu as pu évoquer avant. Mm. Question de Vanina. Alors, je vous lis la question de Lydie. Alors, Lydie, elle a un multiniveau avec multiniveau, c'est-à-dire ça doit être CP, CM2. Hein. Cette année, j'ai 3 grandes sections qui suivent la lecture avec mes CP. L'année prochaine, je vais donc avoir sur 5 CP, 3 lecteurs, un élève de CP et un élève en grande difficulté. Comment puis-je faire, mis à part la différenciation des ateliers et des exercices, pour ne pas lasser ou être redondante avec mes 3 lectrices? Pour rappel, j'ai une classe qui va du CP au CM2. Merci beaucoup. Voilà la question de Lydie. Alors, je veux bien répondre parce que, ayant des maternelles, moi, j'ai très souvent des lecteurs chez les grandes sections, avant même qu'ils soient au CP, voire aujourd'hui, on a évalué 2 moyennes sections sur la connaissance des correspondances graphophonologiques et ils en avaient déjà plus d'une dizaine en janvier de moyenne section. Bon, bref. Donc, forcément, ça donne une grande hétérogénéité en début de CP. C'était mon cas moins l'an dernier, surtout l'année d'avant, où là, il y avait vraiment un niveau des lecteurs quasiment au niveau CE1 en début de CP. Et puis des apprentis lecteurs qui avaient évidemment tout leur CP pour apprendre à lire et ils en avaient pleinement le droit. Et en fait, donc je suivais quand même Piloty et ces élèves-là, je les intégrais par moment à nos activités et sur d'autres temps, ils avaient des ateliers autonomes et notamment des ateliers numériques comme des rallyes lecture, comme l'application Lalilo, qui leur permettait d'avancer là où ils en étaient eux en fait. Ils offraient aussi des lectures à leurs copains, notamment en début d'année. Mais par rapport à la démarche Piloty, là où ils avaient tout le sens, tout l'intérêt d'être là, c'était pour tout l'apport lexical, parce qu'ils pouvaient bien être lecteurs, pour autant il y avait peut-être beaucoup de mots qu'ils ne connaissaient pas. Donc sur les apports lexicaux, ils étaient avec nous. Sur la production d'écrits également, ils étaient quasiment toujours aussi avec nous. Et par contre, c'est toute l'automatisation du code et puis tout un temps de l'année où on fait des dictées de syllabes, des dictées de mots déchiffrables. Là, eux, c'était trop facile pour eux. Mais quand on a introduit les dictées de phrases, bon, bah là, ils étaient également là. En fait, c'est s'autoriser à les associer par moment, je pense, à des rituels du guide du maître et par d'autres moments, les décrocher pour ne pas en effet les lasser. Un enfant qui est lecteur n'a pas à suivre la progression du début de l'année à la fin de l'année. Ça n'a aucun sens pour lui. Donc parfois, moi, auteur de Piloty, je me retrouve coincée parce que parfois, sur 8, j'ai des petits groupes, mais parfois sur 8 CP, j'ai 6 lecteurs. Donc je suis obligée d'aménager tout autrement. Les collègues, vous avez des réponses à apporter à la... Non, je trouve que c'est pareil en cours simple. Oui. J'ai aussi des lecteurs en début d'année et par moment, ils sont avec nous, notamment la Maison des mots, c'est vrai. Et d'autres moments sur la Lilo, sur des rallyes lecture, etc. Une autre question d'Isabelle qui rappelle, Delphine, que tu avais parlé de l'enthousiasme orthographique lors d'un précédent direct. Tu es très attentive, Isabelle. Bravo à toi. Waouh. Bah, ça Et du coup, tombe je demande bien. si tu le fais. Et du coup, Oui, eh bien, si tu ça le tombe fais, bien, comment le Isabelle. fais-tu? Tout Eh bien, simplement. ça tombe bien, Isabelle. Alors, je l'avais dans ma tête depuis la dernière fois où on s'était vu en direct. Voilà. C'était là, je l'ai mûri. Moi, je mets longtemps à mûrir les choses. Et je voulais absolument l'intégrer dans Piloty. C'est-à-dire, je ne voulais pas que ça arrive comme un outil qui allait s'ajouter à nos outils. On en a déjà pas mal quand même dans la classe. Donc, je voulais que ça s'intègre. Et là, voilà, là, j'ai été complètement mature, j'avais bien compris. Et puis surtout, j'ai réussi à me dégager du temps. Et donc, j'ai créé des cartes avec des mots, par exemple, d'une maison de mots, je pense au NIE. Je vais peut-être un petit peu vite, mais je n'ai que 8 CP. Donc, bon, voilà, bref. Peu importe où on en est les uns et les autres, tout dépend du contexte dans lequel on est.
Et donc, j'ai créé des cartes mots avec le codage des espaces de couleurs d'enthousiasme orthographique et je leur ai donné pour le coup l'arbre des mots de l'enthousiasme orthographique. Et en une séance, 2 exemples avec eux, une séance, ils avaient compris. J'ai repris aujourd'hui cette même entrée avec les mots de la dictée qui est dans le guide du maître sur le NIE. Donc, il y avait rossignol, il y avait le rossignol s'est éloigné, bon, de la vigne, des vignes, enfin bon, quelque chose comme ça. Donc, on a retravaillé rossignol, vigne et éloigné. Même la petite fille la plus en difficulté de ma classe a réussi. C'est vraiment, l'impact est très important en réussite et très valorisant. Donc, ce que je n'ai pas encore fait, c'est la mémorisation avec la boîte de mots où les enfants stockent leurs cartes mots et s'interrogent. Ça, c'est l'étape que je me fixe maintenant et je voudrais le tester avant les vacances de février. Mais je suis vraiment très enthousiaste de ce que j'ai pu voir de mes élèves sur l'enthousiasme orthographique. Moi aussi, du coup, ça m'enthousiasme. Parce qu'il faut être honnête, hein, apprendre des mots et déléguer cet apprentissage à la maison, ça ne marche pas. On apprend les mots dans l'urgence, un peu comme un élève apprendrait sa leçon pour le devoir du lendemain, mais on les interroge 3 jours après, les mots, ils ne les ont plus. Et cette démarche de rappel et du stockage des mots dans une petite boîte qui passe d'un compartiment à un autre compartiment, parce que jour plus 1, jour plus 3, jour, etc., les mots sont rappelés, c'est vraiment une démarche particulièrement intéressante. Donc l'idée, peut-être que sur ce groupe-là, voilà, on va voir, mais probablement qu'on fera une petite publication en lien avec cette expérience. En tout cas, je vous invite à aller voir, il y a des petites vidéos. C'est vraiment très, très riche. Plein de supports aussi téléchargeables gratuitement. C'est vraiment très intéressant comme démarche. Bon, et peut-être que 19h30, il va être l'heure d'aller préparer le dîner. Donc, je vous propose de finir par une petite chose qui va arriver justement sur le groupe Facebook par ses auteurs. C'est la date de notre prochain rendez-vous en live, le jeudi 2 février. Et là, cette fois, c'est à vous de donner le sujet de ce prochain live. Donc, il y a un petit sondage qui va être publié à 20h30 tout à l'heure. Eh bien, vous cliquez, vous sélectionnez. Le sujet qui remporte le plus de suffrages sera l'objet de notre prochaine rencontre. Mais évidemment, on apportera une grande attention aux autres sujets. Un immense merci à Géraldine, Lily Pomme, Maîtresse Frenette, Catherine de Chanoir et toi, Emmanuel, pour toute la partie logistique, mais pas que. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Voilà. Bonsoir.